Bonjour à tous. Jour J-3 avant le premier tour des élections législatives. La Provence plus que jamais en action dans le débat démocratique. C'est le 14e débat que nous accueillons sur ce plateau concernant les Bouches-du-Rhône. Avec ce matin la 9e circonscription. Il s'agit des cantons d'Aubagne et de La Ciotat. Une circonscription dont le membre de Républicains Bernard Deflesselles est le député sortant, député depuis 1999. Il ne se représente pas. Et pour tourner la page Deflesselles, 15 candidats sont sur la ligne de départ. 3 sont ici. Il y a Joëlle Mélin pour le Rassemblement national. Bonjour madame. Bertrand Masfressinet pour la majorité présidentielle. Bonjour. Et Lucas Trottmann pour la NUPES. Bonjour. La Provence a fait le choix d'inviter les 4 principaux candidats de cette 9e circonscription. Un poids politique déterminé en fonction de plusieurs critères. Les résultats de la présidentielle, l'implantation politique dans le secteur et l'historique des députés sortants. 4, car Roland Giberti devait être présent ici aussi. Il a finalement choisi de ne pas venir. Je vous donne rapidement les 11 autres candidats de cette circonscription. Les voici: François Otchakowski, Simon Lachique, Aurélien Michel, Rébia Benariwa, Laurence Leguem, Hélène Knezevic, Jean Reynaud, un homonyme de l'acteur, Giovanni Schipani, Coralie Reynaud, Daniel Combeau et Amélie Brejon. Voilà, vous savez tout sur le casting de cette affiche dans la 9e circonscription. On est parti pour 40 minutes de débat en compagnie de Johanna Olibé, reporter à la Provence à l'agence d'Aubagne, qui suit l'actualité de cette circonscription. Bonjour Johanna. Bonjour. Ce débat a également été préparé par François Resto et Corinne Mathias, également de l'agence d'Aubagne. Corinne Mathias, chef de l'agence d'Aubagne La Ciotat. On attaque tout de suite avec le premier thème. On va commencer par la politique. Et la première question, Johanna. Qui s'adresse aux 3 candidats. Avec la NUPES, le Rassemblement national, le candidat de la majorité présidentielle est Bernard Deflesselles, qui ne se présente pas, cédant sa place à Roland Giberti, président du territoire mais peu connu sur la circonscription. Cette élection semble plus ouverte que les fois précédentes et pleine d'inconnus. On s'attend à une abstention record. Pensez-vous que la carte politique du territoire est en train de se redessiner ? Allez-y. Allez, madame Mélin, vous pouvez y aller pour commencer. Oui, merci de me donner la parole, merci de nous recevoir. La carte politique, oui, se redessine, bien entendu, parce que la prévalence de l'UMP, puis LR, à la région, au département, dans toutes les communes de la 9e, faisait une sorte de prévalence. Et le départ de Bernard Deflesselles, après les scores, il faut bien le dire, tout à fait désastreux de Mme Pécresse, rebat les cartes complètement. Et c'est là où, évidemment, le mouvement que je représente ici, le Rassemblement national, a toute sa place, puisque Marine a été, dans la 9e circonscription, tout à fait en tête et largement en tête dans 7 des 9 circonscriptions. Et les 2 où elle n'a pas été première, elle a vraiment... Nous avons renversé les scores antérieurs et c'était souvent presque du 50-50. Alors oui, la carte politique de la 9e se redessine avec des grands espoirs. Lucas Trottmann, même question sur cette carte politique qui se redessine. En effet, le RN très fort, on le voit au résultat de l'élection présidentielle. Que peut faire l'Union de la gauche, la NUPES, sur ce territoire où la droite est très forte ? Effectivement, la droite est très forte, ça va être une élection serrée, sans aucun doute. Mais la carte se redessine, je le crois également, effectivement. La NUPES est arrivée juste derrière Marine Le Pen à 27% dans la circonscription au premier tour de l'élection présidentielle. Et actuellement, depuis, la dynamique se poursuit, la dynamique continue et la NUPES est en tête des sondages actuellement sur cette élection. Et donc, ce matin, en effet, oui. Au niveau national. Au niveau national. Mais les résultats locaux, la NUPES est en tête à Aubagne, la NUPES est en tête à La Ciotat. Les résultats locaux nous permettent vraiment d'espérer reprendre le territoire aux Républicains, à la droite en l'occurrence. Et c'est notre objectif, la victoire dans cette circonscription qui sera essentielle pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Ça fait partie des circonscriptions clés, serrées, qui seront essentielles pour nous pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Bertrand Masfressinet, vous aussi, vous voulez obtenir une majorité évidemment à l'Assemblée nationale et vous briguez un premier mandat. Comment ça se passe de votre côté ? Parce qu'en effet, vous êtes face à des forces qui sont bien installées finalement aux résultats des élections, des sondages, comme le disent vos concurrents. Ce que je veux rappeler d'abord, c'est que présidentielle, le président de la République est arrivé en tête au premier tour en France, qu'il a amélioré son score par rapport aux dernières élections, et y compris dans notre circonscription, au premier tour, il a amélioré son score. Donc en effet, il y a un électorat qui existe dans nos circonscriptions et qui soutient le président de la République. Et moi, je veux lancer un appel à la mobilisation, parce que tout autant que nous sommes ici, nous ne défendons absolument pas les mêmes
programme. Il y a un vrai débat d'idées qui existe dans cette circonscription et que nous incarnons. Et donc je veux que les citoyens se saisissent de ce moment pour faire valoir leurs droits, pour aller voter et pour donner de la crédibilité et de l'élan à celui qui sera demain le député. Donc moi j'ai un appel citoyen, un appel à la mobilisation sur ce territoire. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est capital pour demain et pour notre avenir. Allez, on enchaîne avec le deuxième débat, le deuxième thème, pardonnez-moi, la santé, Johanna. La santé. Le gouvernement a dégagé du Ségur de la santé 92 millions d'euros pour la construction d'un nouvel hôpital à Aubagne. Celui-ci ne verra pas le jour avant 5 ans. Que proposez-vous pour soutenir le service public de la santé d'ici là? Et quelle assurance pourrez-vous donner au personnel médical que ce projet ne se fera pas à l'économie? Alors, on peut commencer avec vous, oui. Monsieur Mastrossini. Je veux rappeler, vous le savez sans doute, que je suis médecin à l'hôpital d'Aubal et que j'y travaille, je suis anesthésiste réanimateur, que j'ai par ailleurs un engagement dans le monde de la santé qui est ancien. Il y a 10 ans, j'écrivais un livre qui s'appelait « L'hôpital en réanimation ». Et le titre veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ça fait 30 ans qu'il y a un sous-investissement dans le service public hospitalier. Ce que je veux dire par rapport au projet de l'hôpital d'Aubagne, c'est que pour soutenir ce projet, d'abord, il faut faire valoir ce qui a été fait. C'est ce gouvernement, c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, à travers le plan Ségur, qui a acté le fait que cet hôpital allait être reconstruit et qui a mis l'argent sur la table. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France. Et dans les Bouches-du-Rhône, il y a Salon, il y a la maternité à Marseille, et il y a ce projet emblématique sur notre territoire. Et le message que je veux vous faire passer, c'est que pour que ce projet aille à son terme, pour qu'il se concrétise, il faut un député qui ait les leviers d'action pour agir, qui ait le soutien de l'État. Ça sera mon cas. Moi, j'ai les contacts. Ça ira pas au bout? Je dis pas ça. Je veux pas. Je suis respectueux de tous les candidats, mais je fais valoir mon avantage. Mon avantage, c'est que je connais ce dossier, je travaille dans cet hôpital. Tous savent que j'ai une envie que ce projet aille à son terme et que je ferai en sorte, avec les acteurs du territoire et avec l'appui du gouvernement qui a déjà promis de l'argent, que ce projet aille à son terme et que ce soit non pas un projet au rabais, mais un projet ambitieux pour les personnels de l'hôpital. Lucas Trottmann, sur la santé et sur l'hôpital d'Aubagne. Je réponds à M. Masfressinet. Je pense que tous savent également l'état de délabrement dans lequel vous avez laissé l'hôpital public après 5 ans au gouvernement, avec plus de 17 000 lits supprimés, avec des gens qui arrivent aux urgences et qui meurent aux urgences faute de prise en charge. C'est arrivé à Strasbourg encore récemment, avec 100 000 postes vacants tellement vous sous-payez et maltraitez les soignants. Vous les avez laissés avec des sacs poubelles pendant la crise Covid. Ouais. On le sait très bien. Je rappelle tout ça. Je pense que ça, tout le monde le sait. Nous investirons massivement dans l'hôpital public, ça c'est certain. Nous recruterons massivement dans l'hôpital public, nous revaloriserons les salaires. Et quant à l'hôpital d'Aubagne, vous en avez parlé, 92 millions. On a été échangés pendant cette campagne avec le collectif pour la défense de l'hôpital d'Aubagne. Ils nous ont dit très clairement, ce nouvel hôpital, il est déjà obsolète quelque part, parce qu'il est sous-dimensionné. Il n'est pas construit en réponse aux besoins du territoire, et notamment au vieillissement de la population qui va arriver. Ses capacités ne sont pas construites en fonction des besoins. Donc il est déjà obsolète quelque part. Et pourquoi il n'est pas construit en fonction des besoins? Pour laisser de l'espace au secteur privé sur le territoire. Donc je pense qu'il faut un plan d'investissement beaucoup plus ambitieux que celui que vous mettez sur la table pour l'hôpital public, pour que chacun ait accès à une maternité à moins de 15 minutes de son lieu d'habitation, etc. Alors, vous allez pouvoir répondre très rapidement, et ensuite, Madame Mélin sur l'hôpital et sur la santé. Alors, d'abord, il va répondre rapidement. Oui, je réponds. On est, très rapidement, on est dans la caricature, comme d'habitude, et dans des discours qui est totalement idéologique. La réalité, c'est vrai. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a un sous-investissement, mais qui ne date pas de maintenant, dont vos partenaires, le Parti socialiste, écologistes, qui ont gouverné, sont débiteurs aujourd'hui. Sont débiteurs comme les débiteurs, les partis, les républicains et autres, qui ont été au pouvoir et qui n'ont rien fait, en effet. C'est pas vrai que rien n'a été fait pendant 5 ans. C'est pas vrai. 19 milliards d'euros d'investissement pour l'hôpital public à travers le plan Ségur, ce n'est pas rien. C'est plus 200 euros net. Non, monsieur, laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. C'est plus 200 euros net en moyenne par soignant. C'est 300 euros
net de plus pour une infirmière débutante, 600 € net de plus pour une aide-soignante en fin de carrière. On ne peut pas dire que ça, c'est rien. C'est un investissement qui n'a jamais été fait pour les professionnels de santé. Ils le savent. Moi, je travaille avec eux. Ils le savent. Et le collectif, je le connais très bien. Voilà, je travaille avec bon nombre de ceux qui... Non, je termine parce que le collectif, il ne dit pas ça. Vous faites comme si le projet était acté, fini. C'est pas vrai, on est au tout début de l'histoire. On est au tout début de l'histoire. On est en train de porter un projet. Nous voulons, et je suis avec les personnels, un projet ambitieux. Et en effet, comme je le disais, pas un projet au rabais. Et nous le porterons. Madame Mélin, sur la situation de la santé, évidemment, et sur ce projet spécifique sur la circonscription. Alors, il y a évidemment les deux aspects. L'aspect spécifique qui correspond à notre 9e et le projet de l'hôpital d'Aubagne, après qu'il y ait quand même eu une restructuration à la Ciotat, qui, elle, était venue en son temps et qui s'est faite de manière assez harmonieuse, somme toute. Je voudrais quand même vous dire, monsieur Masfressinet, monsieur Macron n'est pas au pouvoir depuis 5 ans. Il est depuis 10 ans. Il est rentré secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge du Conseil de l'économie. Puis il a été ministre de l'économie. Il avait donc accès parfaitement non seulement aux comptes de l'État, aux comptes des collectivités territoriales, mais aussi aux comptes de la sécurité sociale. Vous savez très bien que ce n'est pas un conseiller qui fait la loi. C'est pas un conseiller, mais quand il a été à Bercy... Reprenons des arguments de sérieux. Allez-y, madame. Quand il était à Bercy, vous savez que Bercy gouverne la France. Tout le monde le sait. Si Bercy veut laisser filer la dette, on laisse filer la dette. Et on se retrouve dans une situation épouvantable, en particulier... Je vous ai fait le bilan de ce qui a été fait. 19 milliards d'euros d'investissement. Ce sont des faits. L'habitude, la courtoisie veut qu'on laisse parler. Je finis. Le budget de la sécurité sociale est, lui... peu contrôlé pour des raisons techniques très anciennes et n'a jamais été véritablement géré au cœur pour faire des économies, éviter des redondances, éviter des gabegies et éviter des mélanges avec d'autres budgets. Le résultat des courses, c'est que les 550 milliards à peu près de la santé, voire même jusqu'aux 800 milliards d'euros de la protection sociale en France, sont gérés n'importe comment, voire pas gérés du tout. Voilà pourquoi nous manquons d'argent. Voilà pourquoi les Français sont mal remboursés quand ils vont faire des soins ou quand ils doivent acheter leurs médicaments. Voilà pourquoi les soignants, tous d'ailleurs, sont à la fois en nombre insuffisant, puisqu'il a été dit un temps que moins il y avait de soignants, moins il y avait de prescripteurs, plus on faisait d'économies. Ils sont donc en nombre insuffisant, ils sont épuisés à l'hôpital comme en ville et mal payés à l'hôpital comme en ville. Quant à la structure hospitalière, elle a bénéficié, c'était pas de votre fait, mais ça fait partie aussi des électeurs venus des LR qui ont voté pour M. Macron dès le premier tour et que vous avez donc avec vous et que vous appelez de vos voeux, qui ont fait en sorte que à aucun moment on se soit occupé de la santé comme il faut. Je parle de Douste-Blazy, je parle de suite de Bachelot, je parle de tous ceux qui sont succédés jusqu'à la territorialisation et au mode de financement de l'hôpital avec le financement à l'activité. Donc il faut impérativement inverser tout ça. Il faut bien sûr mettre des soignants, dont des médecins. Monsieur Macron a osé dire pendant le débat qu'il avait proposé de faire disparaître en gros le numerus clausus. Il en a parlé en 18, il l'a fait à la rentrée 21-22. Il a donc perdu en gros 21-22. Il a donc perdu 3 ans, puisqu'il faut 10 ans pour former un médecin, et que 2 médecins sur 3 seulement vont au bout de leurs études et s'installent. Ce qui n'avait pas été fait pendant 30 ans. Et le Ségur et sa procédure flash sont véritablement une insulte aux soignants, alors que le problème n'est pas de mettre de l'argent au dernier moment, c'est vraiment une restructuration globale. Ce que nous ferons pour éviter les déserts médicaux, l'hôpital étant le premier désert médical d'ailleurs. Merci Madame Mélin, je vous interromps un petit peu parce qu'on va essayer d'aborder les thèmes suivants et de respecter notre timing, puisqu'on est déjà à presque un quart d'heure de direct. On passe au thème suivant, mobilité et environnement, Johanna. Dont on parle beaucoup en ce moment. La fin des territoires et la réorganisation de la métropole pourraient mettre à mal la gratuité des transports en commun dans le pays d'Aubagne, dont le bilan est positif d'un point de vue social. On observe une baisse de l'incivilité et la réduction de l'inégalité. Et d'un point de vue environnemental, évidemment, quelle est votre position à ce sujet ? Il y a plusieurs questions. Estimez-vous qu'il serait opportun de défendre cette mesure à l'Assemblée pour l'étendre ailleurs sur les territoires, comme le souhaitent certains ? Cette question, alors je crois que on peut vous faire commencer à votre tour, Monsieur Trottmann. Oui, j'étais à Roquevert la semaine dernière pour défendre la gratuité des transports sur le pays d'Aubagne et de l'Étoile, parce que c'est une avancée et on voit ici que ça fonctionne bien, vous l'avez dit, en termes de réduction de la pollution, de l'air, de maladies respiratoires, des émissions de gaz à effet de serre, des incivilités, vous l'avez dit, et puis c'est un gain de pouvoir d'achat de près de 50 à 60 euros par mois pour les gens. Donc c'est un succès.
Et on se battra effectivement à l'échelle de la métropole pour le conserver. Maintenant, à l'échelle nationale, et pour aussi obtenir des financements, ça on pourra le faire au niveau de l'Assemblée nationale à travers des aménagements sur le versement mobilité. Donc ça, oui, c'est effectivement important de le porter à l'échelle de l'Assemblée nationale. Maintenant, on procède par étapes, et avec la NUPES, ce qu'on porte dans un premier temps, ce qui sera garanti dans un premier temps, c'est la gratuité des transports en commun sur tout le territoire pour les jeunes et pour les plus précaires. Donc ça restera forcément indépendamment du combat qu'on mènera aux côtés des collectifs engagés pour la gratuité des transports localement. Et ce sera étendu donc également aux autres communes. Actuellement, ni La Ciotat ni Roquefort-la-Bédoule, par exemple, ne bénéficient de cette gratuité. Dès que nous gouvernerons, nous aurons la gratuité pour les jeunes, pour les plus précaires, une tarification sociale, une baisse de la TVA aussi sur les transports en commun à 5,5%. Donc beaucoup de mesures pour favoriser les transports en commun, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, renforcer le pouvoir d'achat et la qualité de vie. Qu'est-ce qu'on fait, M. Mastrossini, avec donc cette problématique de la gratuité des transports qui risque de s'arrêter sur le pays d'Aubagne? Dans le programme que je défends, évidemment, je défends le programme du président de la République, mais j'ai identifié un certain nombre de priorités pour cette circonscription. Et parmi ces priorités, il y a typiquement la qualité de vie, l'écologie. Et sous ce chapeau, il y a la nécessité, dans cette circonscription, de développer, d'avoir un plan d'investissement majeur pour développer les transports en site propre, pour trouver une alternative au tout-voiture. Vous avez aujourd'hui les gens qui vont travailler à Aix, dans le Var, à Marseille, qui font 1 heure, 1 heure et demie, matin et soir, pour aller travailler, pour déposer les enfants, etc. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et le gouvernement a une stratégie à travers une Premier ministre et une ministre en charge de la planification écologique territoriale. C'est ce sujet-là, c'est le sujet des transports à l'échelle du canton et de la circonscription. Pour en venir à votre question sur la gratuité, il y a 2 sujets. Il y a le sujet d'abord de l'investissement, je viens d'en parler. Il va falloir investir pour créer des transports, pour étendre les lignes qui existent. Et ça, c'est de l'argent. Moi, ce que je dis, c'est que pour cet investissement et le retard qu'on a pris, on va avoir besoin de l'aide de l'État et de l'Europe. Et on le voit. Le projet Valtram, qui était enterré quasiment, renaît parce que dans le cadre du plan Marseille en grand, ce gouvernement a engagé et a promis l'argent pour que le Valtram ait lieu. Donc c'est l'embryon d'un projet qui doit aller plus loin. Mais à côté du budget d'investissement, il y a un budget de fonctionnement pour le futur. Et dans un budget de fonctionnement, rien n'empêche de trouver les éléments d'équilibre pour qu'on tende vers la gratuité. Parce que là où je vous rejoins, c'est que la gratuité dans les transports publics, là où elle a été menée, dans ce territoire-là, mais il y a d'autres exemples en France, c'est un moyen qui permet de renforcer ce transport et d'éviter de prendre sa voiture. On voit qu'il y a plus de gens, quand c'est gratuit, qui utilisent les transports en commun. Donc tendre vers la gratuité, j'y suis favorable, mais ça veut dire qu'il faut avoir une discussion honnête avec l'ensemble des acteurs du territoire, les collectivités territoriales, avec les citoyens, y compris les associations, parce que ça veut dire qu'il faut trouver le budget de fonctionnement. Et donc il faut peut-être, si on ne paie pas un ticket, augmenter certaines taxes pour que, globalement, ça soit l'équilibre, mais on peut collectivement l'accepter, se dire que c'est un choix collectif. Madame Mélin, sur la problématique des transports en général, vous pouvez l'aborder, et sur cette question de la gratuité des transports. Alors, le problème de la gratuité, Monsieur Mastrossini vient de dire évidemment, c'est de savoir qui paye, parce que c'est pas gratuit. C'est gratuit pour celui qui monte, c'est pas gratuit pour la société d'exploitation, c'est pas gratuit, on le sait, pour le projet Valtram, qui a été bloqué pour des raisons partisanes locales. C'était les LR qui l'avaient bloqué à l'époque, pour ne pas nommer le nom du maire d'Aubagne qui a bloqué ce projet que j'ai soutenu du temps même de la région. Et si ce projet survit, c'est une nécessité parce que tout l'axe de l'Uvonne est embouteillé avec toutes les conséquences que l'on connaît. Le problème de la gratuité, donc fausse gratuité, puisque ce sont les entreprises qui payent. Donc effectivement, il faudra un dialogue pour savoir jusqu'à quel point les entreprises payent. Et si elles payent, c'est privilégier la venue de leurs salariés aussi. C'est aussi pour permettre de travailler plus et pas uniquement, compte tenu de, de la ligne de bus que nous avons à Aubagne, d'aller du centre-ville à une cité
et qui est prolongé par le cimetière. Ce qui veut donc dire que des quartiers entiers d'Aubagne ne sont pas concernés. Donc effectivement, si on a un projet, il faudra faire un vrai projet d'aménagement du territoire, que ce soit au niveau de la ville d'Aubagne, mais aussi de toute la circonscription, et aussi un grand plan d'aménagement du territoire national. Je note à ce propos qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas vu une ministre d'aménagement du territoire dans notre pays. À partir de là, on a un commissaire au plan, je sais, moi, des choses comme ça, mais ça n'a fait pas avancer les choses. Le fait est, c'est qu'il faut revoir nos modes d'urbanisation, cesser de construire et d'urbaniser, urbaniser. Et nous, cette banlieue est des Bouches-du-Rhône, nous voyons une urbanisation à outrance, avec des véritables lotissements qui se montent à toute vitesse. Il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas les routes qui vont aller avec, il n'y a pas les écoles à proximité, les services ne sont pas là. C'est donc un vrai plan d'aménagement du territoire, et c'est cela que je porterai à l'Assemblée nationale, c'est de dire il faut revoir notre 9e circonscription, les 2 villes phares, mais aussi les autres villes qui se construisent de plus en plus, parce que bouffée d'air pour des Marseillais ou des citadins qui veulent venir un petit peu plus dans des zones agricoles, on en parlera peut-être tout à l'heure, et qui veulent respirer. Il faut donc des parkings relais aux entrées de ville, il faut du multimodal, il faut des flottes de toutes petites navettes qui fonctionnent bien à délai très rapide, que les gens n'attendent pas, que les gens puissent vivre en centre-ville, associés à des moyens modernes, qui sont tous les moyens du e-commerce et autres, qui seraient en périphérie, pour permettre aux commerces du centre-ville eux-mêmes de continuer d'exister. Merci, mais là on passe au thème suivant. On a encore... Vous si voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter rapidement sur l'environnement quand même, parce que je pense que c'est un sujet majeur. On est face à une crise climatique et environnementale majeure. Et donc je voulais quand même réagir en disant quand même que c'est bien beau d'entendre M. Masfressinet, représentant d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne aussi quelque part, nous parler d'environnement dans des termes aussi sympathique, mais je voudrais rappeler quand même qu'Elisabeth Borne, on ne peut pas lui faire confiance pour agir sur ces sujets. Elle a supprimé 15% des effectifs du ministère de l'écologie. Votre gouvernement a été condamné 2 fois pour inaction climatique. 2018, vous parlez beaucoup d'Europe également. 2018. Vous parlez beaucoup d'Europe, mais vous êtes le seul pays européen à ne pas avoir tenu ses objectifs d'énergie renouvelable. Vous êtes les seuls de toute l'Europe à ne pas avoir obtenu vos objectifs de développement des énergies renouvelables. Je pense que ce sont des slogans. En termes, non, ce ne sont pas des slogans, ce sont des chiffres. 19% contre 23%. Voilà. Je pense que si on veut être sérieux sur l'environnement, il faut tourner la page du quinquennat d'Emmanuel Macron, et ça, on peut le faire les 12 et 19 jours. Voilà, vous êtes à peu près tous à égalité de temps de parole là, maintenant. Vous pouvez répondre très rapidement, Madame Mellin, vous pourrez ajouter quelque chose aussi, et ensuite on passe à la sécurité. Si on veut être sérieux, il faut sortir des slogans. Voilà. Il faut sortir des slogans et voir la réalité des choses. La réalité, c'est que depuis 5 ans, permettez-moi, depuis 5 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 12%. 2 fois plus vite que dans les années précédentes. Qu'on le veuille ou non, ça, c'est la réalité des faits. Voilà. Ça, c'est la réalité de l'engagement du président de la République. Je ne reviens pas sur un ensemble de mesures, limitation du plastique, augmentation des cultures bio, etc. Il y aurait beaucoup à dire. Contrairement aux slogans. Vous n'avez pas atteint vos objectifs de développement du bio dont vous parliez à l'instant. Ce sont des slogans. Non, ce sont des chiffres, la réalité. Les surfaces cultivables en bio ont été multipliées par 2, monsieur. Votre objectif, c'était 15%, vous avez atteint 12% parce que vous n'investissez pas dans le bio, c'est tout ça. Les exploitations à haute valeur environnementale ont été multipliées par 10. Les exemples sont nombreux. Sur ce chapitre-là, vous vouliez ajouter quelque chose, Mme Mellin, rapidement? C'est que depuis 10 ans, c'est pas M. Macron qui a fait les choses, qui a fait baisser l'utilisation des plastiques ou permis. Mais si, la loi l'a interdit. Mais monsieur, ce sont quand même les agriculteurs et les entrepreneurs, particulièrement les TPE, PME, qui ont fait d'énormes efforts. C'est ce gouvernement qui a mis en place une loi. De toute façon, ce gouvernement n'a fait qu'exécuter ce qu'a dit Bruxelles, où nous avons des dogmatiques qui viennent nous expliquer qu'il faut verdir plus que vert. Bon, donc c'est juste pas possible. À partir de là, il faut compter sur les personnes qui habitent nos territoires. On a compris que vous étiez contre l'écologie, ça c'est clair, oui. Je ne suis pas du tout contre l'écologie, je suis en commission environnement à l'Europe depuis maintenant 8 ans, et je participe aux plus gros travaux. Vous pouvez voir tous mes travaux et aller sur mon site, vous verrez ce qui s'y dit et ce qui s'y fait. Mais en l'occurrence, il faut dire aussi que ce sont grâce à tous nos agriculteurs, à nos entreprises, il faut voir les efforts qu'ils ont faits, parfois avec une loi qui est punitive ou peu incitatrice, avec des petits moyens pour arriver à ces résultats, et on les en remercie. Allez, l'heure tourne, vous avez encore un petit peu de retard, donc on essaiera de rééquilibrer les choses, M. Trottmann, au fil du débat. Sécurité, Johanna. Sécurité. Le sentiment d'insécurité reste fort dans certains quartiers à Aubagne, et comme dans le centre-ville de la Ciotat, malgré les caméras de surveillance. Des millions d'euros sont injectés notamment dans ces dispositifs chaque année, mais font-ils vraiment leurs preuves? Quelles sont vos propositions dans le domaine de la sécurité?
Allez, qui veut commencer? Peut-être Madame Mélin, on y va? Oui, écoutez, oui, effectivement, ce n'est pas du tout un sentiment d'insécurité, c'est une réalité. Il y a quand même eu dans certains quartiers d'Aubagne, un en particulier, les répercussions totales des problèmes marseillais qui ont fait que des bandes de narcotrafiquants, parce qu'on en est vraiment là, et ce sont les mots même de Madame la Commissaire, lorsque nous avons eu, après une fusillade importante, nous avons eu une réunion avec Madame la Commissaire à la demande du préfet, pour nous expliquer que c'est véritablement un narcotrafic et du grand banditisme, sur lequel vient se fixer une délinquance ordinaire, qui tourne pratiquement autour de la drogue, celle-là autour de la drogue. C'est le constat. Vos solutions, Madame? Alors, les solutions, bien entendu, c'est les caméras, dans la mesure où maintenant elles ont prouvé, alors que c'était un peu une atteinte à la personne, au départ on était un peu rébarbatif, c'est vraiment une façon de pouvoir pister les caméras et en les faisant fonctionner. Et après, bien entendu, c'est la tolérance zéro, avec le problème qui est la jonction entre le travail que font les policiers, la police nationale en zone police ou les gendarmes en zone gendarmerie et ce que fait la justice. Pour cela, nous devons mettre en place déjà, et c'est important, on le voit tous les jours, la présomption de légitime défense pour nos forces de l'ordre, puis enquête, mais présomption au départ et non pas jeter en pâture comme M. Mélenchon l'a fait, parce que franchement, surtout quand on saura la suite de l'histoire, de la dernière histoire, c'est véritablement honteux pour les forces de l'ordre, et ensuite une justice qui applique et en arrière, une possibilité de peine qui soit une peine incompressible, exécutée jusqu'au bout, même pour des petits délits, avec des juges qui puissent finir leur proposition avec des places de prison augmentées. On ne peut pas faire autrement. Monsieur Mastroianni, sur la question de la sécurité, de ce sentiment d'insécurité qu'on ressent dans certains endroits de la circonscription. D'abord, je veux dire que c'est une réalité. C'est une réalité, on le voit, fait une campagne de terrain et ça remonte. Et notamment aussi les incivilités, cette notion d'incivilité du quotidien. Il faut voir aussi ce qui a été fait par ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un investissement très important pour les moyens et le budget de la police. Pour les moyens de la justice, c'est plus 30%. C'est plus 8000 fonctionnaires dans la magistrature qui ont été embauchés. Donc, agir sur ces domaines-là, c'est renforcer les moyens, ce qui n'avait pas été fait, là aussi, par le passé, et ce qu'a réussi à faire ce gouvernement. Et puis, il faut aller, évidemment, plus loin, et on propose un certain nombre de mesures. Vous savez qu'on a mis en place des amendes forfaitaires pour les consommateurs de cannabis, typiquement. On veut développer ces amendes forfaitaires qui sont inscrites au casier judiciaire. Ce n'est pas juste une amende. On veut les développer pour encore plus d'incivilité, de délits du quotidien. On veut mettre en place des forces d'action républicaines, justement dans des quartiers très difficiles, où on met en commun un accru de forces de l'ordre, de magistrats et d'éducateurs, il faut que les trois aillent ensemble, pour aller contrer ces zones de non-droit. Monsieur Trautmann, oui, vous entendre sur la sécurité. C'est une réalité, ce sentiment d'insécurité? Vous partagez ce sentiment? Il y a des problèmes de sécurité, effectivement, c'est très clair. Et je pense que le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron en termes de sécurité, mais aussi de maintien de l'ordre, est assez catastrophique. On l'a encore vu récemment lors de l'épisode du Stade de France qui a fait de nous la risée du monde entier, vraiment pour cette gestion absolument calamiteuse, mais qui suivait tout un tas d'autres éléments tout aussi calamiteux. À qui vous dites la police tue. Allez leur expliquer. Je vais vous répondre sur ce point. On leur a augmenté les moyens. Vous avez vu les nouvelles voitures? Vous avez vu les moyens qu'ils ont, les nouvelles voitures? Superbe. Les commissariats sont dans un état. Les commissariats sont dans un état de délabrement aussi. On ne permet pas aux policiers de faire leur travail dans de bonnes conditions, ni en termes d'effectifs, ni en termes de moyens, ni en termes de formation. Donc nous, on propose effectivement beaucoup de choses pour la sécurité et pour les policiers parce que c'est très important. Nous proposons une refondation de la police tranquille, sereine, notamment en rétablissant la police de proximité, vous le savez, notamment en augmentant la durée de formation, notamment en investissant pour recruter des policiers, des magistrats, des greffiers, parce que c'est la justice aussi, évidemment, qui est importante pour la sécurité dans son ensemble. Bon, évidemment, ça passe par des investissements aussi dans les services publics, ça passe par la lutte contre le chômage sur laquelle, on a toujours plus de 5 millions d'inscrits à Pôle emploi dans ce pays. Enfin, c'est le succès de ce gouvernement. C'est ce que vous dites, à travers... ce terrain-là. Non, grâce aux apprentis, grâce aux radiations qui ont atteint un niveau record. C'est pas bien d'être apprenti? Non, c'est pas la question, mais c'est que c'est subventionné par l'État, donc c'est très bien, mais c'est pas un signe de dynamisme économique très important. Excusez-moi, c'est faux. Voilà, radiation très importante, il y a encore plein de raisons, et puis précarisation du travail, ça c'est évident.
Tout ce que je veux dire, c'est que la sécurité, ça nécessite une approche globale. Nous investirons pour créer des conditions de travail meilleures pour les policiers et une meilleure efficacité sur le terrain, parce que là, on perd un temps considérable avec des... Enfin bon, je suis déjà un peu long. Services publics, emploi, bien sûr. Et puis, comme j'ai quand même été interpellé sur la situation de ce qui s'est passé cette semaine, je voudrais quand même rappeler à Madame Melin qu'il y a une jeune fille de 21 ans qui avait la vie devant elle, qui est morte, que c'est une situation cruelle. Nous sommes tous les deux d'accord sur ce point, j'en suis certain. Cruelle, mais aussi anormale et injuste. Un refus d'obtempérer, la peine, c'est pas la peine de mort, évidemment. La peine, c'est, je crois, 15 000 € d'amende. En plus, elle-même n'avait rien fait, elle était passagère, si je me souviens très bien. Donc c'est une situation totalement anormale. C'est une situation totalement anormale et c'est la 4e en 4 mois. C'est la 4e en 4 mois. C'est symptomatique de votre gestion du maintien de l'ordre. On ne peut pas laisser M. Trotman pendant 10 minutes faire l'éloge de la police alors que Jean-Luc Mélenchon met la police au pilori. Mais pas du tout, mais c'est vous n'a aucun respect pour la police. Vous le savez n'importe quoi, ça ne mérite même pas de débat. Vous allez vous faire le défenseur, vous faites le défenseur de M. Mélenchon. M. Mélenchon a toujours été aux côtés de la police républicaine, toujours. On écoute Mme Mélin, s'il vous plaît. Oui, je voudrais quand même vous faire remarquer, monsieur, que pendant toute la crise des Gilets jaunes, qui a laissé venir, parce qu'il y avait les ordres qui n'étaient pas donnés à temps, avec des ordres aberrants, des ordres incohérents, qui a laissé venir jusqu'à des manifestations, de manifestants qui avaient des justes revendications, des bandes armées toujours les mêmes. Je dis armées, des personnes qui voulaient, les Black Blocs, qui voulaient absolument en découdre et qui n'en finissent pas. Nous ne pouvons plus maintenant manifester dans ce pays avec le droit de manifestation normal, sans que cela soit détourné et que les symboles du capitalisme... Les Black Blocs, c'est pas le gouvernement. Hein. Non. Moi, je soutiens, contrairement à vous deux, je soutiens la police. Pourquoi vous dites contrairement à nous deux? C'est la caricature. Vous avez rejeté la caricature en début de débat, monsieur Massassina. Ne tombez pas dedans, s'il vous plaît. Ne tombez pas dedans. Et je voudrais quand même dire... Oui, bien sûr. Monsieur Massassina, faire un débat n'est pas couper la parole. Je crois qu'il y a des règles. On peut finir ses phrases quand même. Allez-y, madame. Et tout cela, je dois noter que depuis 5 ans qu'il est en pleine possession du pouvoir, monsieur Macron a amené à la désagrégation de l'image que l'on peut avoir des forces de l'ordre. Ils sont largement publicités par les Français. Et pourtant, dès qu'ils sont en intervention, ils sont critiqués, ils sont muselés, ils sont tétanisés par peur de... Moi, je vois bien, par les relations que j'ai à l'intérieur des forces de l'ordre, ils ne peuvent plus avancer, ils ne souhaitent plus se mettre en des situations où ils vont malheureusement ne pas pouvoir sauver les Français et protéger les Français. C'est une destruction inadmissible de votre gouvernement. Question suivante, toujours sur le domaine de la sécurité, Johanna. J'y vais. À Aubagne, un nouveau commissariat de police nationale est évoqué depuis plusieurs mandats par les politiques locaux. Comment pourriez-vous faire avancer ce projet ? Allez, madame Malin, vous pouvez y aller. Et ensuite... C'est un scandale. Nous avions des terrains, nous avions les accords, tout était signé. C'était en sortie d'Aubagne, c'était facile d'accès et facile d'utilisation pour nos forces de l'ordre. Tout cela a capoté. On n'en finit plus autour de ce commissariat. À tel point que quand vous interrogez même les intéressés qui doivent vivre dans ces locaux qui sont tout petits, insalubres pratiquement, où ils doivent pratiquement tout faire eux-mêmes, du ménage à la sécurité, c'est le cas de le dire, mais aussi à l'aménagement général, ils finissent par vous dire écoutez, on est là, on finit par fonctionner pour peu qu'on nous donne les moyens des gardes à vue, sachant qu'à une période, les gardes à vue se faisaient à La Ciotat, tellement c'était trop petit. Maintenant, ils ont des voitures un peu neuves. Moi, j'ai connu l'époque où ils avaient une seule petite voiture qui avait 200 000 km. Enfin, donc, il y a urgence à mettre c'est un prioritaire à l'Assemblée nationale. C'est une des priorités phares que je porterai. On ne peut plus rester sur la ville d'Aubagne, 50 000 habitants bientôt, avec aussi peu de moyens pour nos forces de l'ordre. Monsieur Trotman et ensuite monsieur Massassina sur cette même question. Mais je voulais simplement dire très rapidement que pour cela... Il faut être au gouvernement pour investir dans les commissariats, et pour être au gouvernement, il faut obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc là, je voulais réinsister sur le fait qu'il y a 2 forces qui peuvent être majoritaires à l'Assemblée nationale et former un gouvernement à l'issue de ces élections législatives. Soit on continue avec 50 plus d'Emmanuel Macron. Mais sur cette question-là du commissariat... Non, mais c'était pour réinsister sur l'importance et l'enjeu de ces élections. Parlez un petit peu du commissariat, là, ce sera bien. Ce sera très bien, mais évidemment, ce commissariat, il faut le faire, il n'y a aucun souci. Mais je pense que je ne vais pas décider des investissements dans chaque commissariat, c'est le gouvernement qui le fera. Et nous investirons pour qu'il y ait des commissariats qui aient un service
service public à moins de 15 minutes de chaque citoyen. Donc ça, un service public avec des moyens, je l'ai dit, matériels, avec des moyens humains, ça c'est certain. Mais pour ça, il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Encore une fois, il faut changer de gouvernement, il faut s'éviter 50+ de maltraitance sociale, d'inaction climatique, de monarchie présidentielle. Ça, c'est possible en donnant la victoire à la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la seule formation politique alternative à Emmanuel Macron à pouvoir l'emporter lors de ces élections. Vous appelez ça une formation, vous. On en Monsieur reparlera. Monsieur Mastrossini. On Très peut bien. discuter. Donc merci. Moi, je vais revenir au sujet que vous évoquez, celui de l'hôtel de police, pour vous dire que oui, mais justement, je fais le lien avec une proposition que je porte et que j'essaierai de porter, parce que évidemment, vous l'avez dit, c'est pas la compétence propre du député, mais le député peut être un catalyseur sur son territoire. Il a, et c'est l'avantage d'être un député qui a l'appui d'un certain nombre de ministres, pour pouvoir faire aboutir des projets qui étaient dans les tiroirs. On l'a vu sur le Val-Tram, on l'a vu sur l'hôpital public, et je pense qu'il faut porter en effet un projet de nouveau commissariat, nouvel hôtel de police, et apporter un projet, autant porter un projet ambitieux pour le territoire. Moi, j'aimerais qu'on s'inspire, je le dis dans mes documents de campagne, du projet que porte Christian Estrosi à Nice, qui est un hôtel de police, mais qui met en commun l'ensemble des forces de l'ordre, police nationale, police municipale, les moyens de vidéosurveillance en commun, parce que ça permet d'avoir une mutualisation de ces moyens-là. Vous avez besoin de gens 24 heures sur 24 derrière les écrans, et ça permet d'avoir plus de personnes, de dégager plus de personnes sur le terrain. Donc, apporter un projet, je souhaite qu'on porte pas seulement la reconstruction, mais un projet ambitieux pour le territoire et qui fasse la fierté de nos forces de l'ordre sur ce territoire. Merci pour cette question, cette réponse à cette question. On passe au dernier thème. Il nous reste quelques minutes. On va parler des services publics. Johanna. Oui, pour continuer. À Aubagne, la poste de Central Park a fermé. La trésorerie de Roquevert a subi le même sort. Que comptez-vous faire pour maintenir les services publics en France et plus spécifiquement dans les communes de la 9e Circo ? Allez-y, monsieur Mastrossini, pour commencer. C'est vrai que c'est un enjeu important pour le futur, l'accès aux services publics. Et on a vu qu'on est dans un mouvement qui est inéluctable. Ceux qui veulent revenir en arrière, revenir à la préhistoire, ne sont pas dans le sens de l'histoire. L'histoire actuelle, c'est que nous tous, nous utilisons les services numériques, nous commandons nos billets sur Internet, nous faisons beaucoup de démarches sur le net, et l'État encourage pour faciliter la vie des citoyens. Mais là où il y a une réalité, c'est qu'un certain nombre de citoyens ont des difficultés pour faire ces démarches d'accès sur Internet, etc. Donc, c'est tout le principe de ce qu'a porté ce gouvernement, des maisons France Service, c'est-à-dire que de développer des lieux, des tiers-lieux, où sont regroupés un certain nombre de services publics, et pas un seul service public, et qu'il y ait des personnes en capacité d'aider nos concitoyens. Je ne dis pas que c'est la solution parfaite, je dis qu'il faut continuer à le porter, continuer à le développer et probablement à l'améliorer, de sorte que chaque citoyen qui a une difficulté d'accès à un service public puisse y avoir accès. Juste, je compléterai. Allez-y. Sur l'accès au service public, il y a une mesure forte qu'on porte, qui simplifierait beaucoup de démarches. C'est la mesure de solidarité à la source. Comme on a fait le prélèvement à la source, on souhaite verser automatiquement les allocations auxquelles ont droit nos concitoyens. RSA, APL, etc. Versement automatique. C'est à la fois lutter contre un 30% de nos recours, et donc des gens qui sont dans la pauvreté, et qui auront directement ces allocations, et c'est lutter évidemment contre la fraude à un certain nombre d'allocations. Donc c'est une mesure très importante et qui permet d'éviter aussi toutes les démarches et l'encombrement de nos services publics. Voilà. Merci, M. Mastrossini. Vous pouvez répondre aussi, Mme Mélin, donc sur, évidemment, ces difficultés d'accès aux services publics et peut-être sur l'initiative du gouvernement sur les maisons France Service. Qu'en pensez-vous ? Je pense déjà que je vais remercier M. Mastrossini de nous faire 2 fois Noël dans l'année, parce que véritablement, cette semaine, ça a été Noël à tous les étages. Et là, maintenant, on va verser directement des allocations. Enfin, on a fait le prélèvement à la source. Non, mais, monsieur, je crois qu'il faut un petit peu arrêter de tirer un bilan autosatisfait. Ça, l'autosatisfaction, c'est juste un gros défaut en politique qui amène à ce que les Français le prélèvement à la source a été fait ou pas ? Ne puissent plus... Non, mais je dis des réalités, madame. Je peux finir ma phrase, monsieur, s'il vous plaît ? Oui. On n'a pas beaucoup de temps. Nous ne sommes que 3. Permettez de répondre. Je vous dis que à l'exception de monsieur... cette semaine, nous avons eu véritablement des promesses permanentes avec du quoi qu'il en coûte. Une fois de plus, nous sommes déjà surendettés au-delà de tout, et c'est là où il y a eu des grosses difficultés, c'est d'avoir fait en sorte que l'évolution numérique n'a pas été préparée. Oui, certains services de l'État
elle n'allait plus être utilisée de la même façon qu'avant à cause du numérique. Mais tout ça, ça s'accompagne. On ne crée pas, surtout dans les zones de campagne, les zones rurales. Donc dans notre 9e, nous n'en avons pas beaucoup, encore que nous ne pouvons pas dire maintenant que nous avons des services publics partout. On accompagne cette transition. Et entre nous soit dit, la maison France Service, d'abord que nous portions, puisque j'étais coordinatrice du programme de Jean-Marie puis de Marine à plusieurs reprises, c'était des éléments que nous avions déjà portés, c'est quand même du moindre mal, si vous voulez, dans la mesure où il faut donner ces services publics. Même les personnes qui utilisent le numérique ont besoin d'un contact humain. Sans compter que derrière, il y a énormément d'emplois à la clé. Donc oui, pour continuer, et nous allons maintenir ces services publics autant que faire se peut, personnalisés, humanisés par les possibilités locales en fonction... Et en plus, nous n'avons que 9 communes, c'est très facile d'arriver à mettre tout ça en place. Trautmann, la problématique des services publics pour vous et pour la NUPES. Je vais en dire un mot, mais je voulais juste réagir sur le... Vous avez du temps pour conclure, ce sera la dernière intervention. Parfait. En tout cas, je voulais dire que M. Masfressinet a raison de parler du problème du non-recours. C'est un problème majeur dans notre pays. Près de 50% des gens qui pourraient bénéficier du RSA, par exemple, ne le demandent même pas et vivent donc dans des situations de pauvreté encore plus graves. Donc je me félicite qu'ils reprennent la proposition qu'on porte depuis très 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 longtemps sur ce sujet, mais vous aviez 5 ans pour le faire aussi avant. On a fait beaucoup. Vous avez fait énormément, effectivement. Énormément pour casser les services publics, parce que là aussi je suis très très heureux de vous entendre vanter les services publics. Pour diminuer le chômage, mettre les jeunes au travail. Pour casser les services publics. On parlait des services publics et j'ai beaucoup de retard, M. Masfressinet. Pour casser les services publics, l'équivalent de 175 collèges a été supprimé en termes d'effectifs. J'ai parlé des postes supprimés à l'hôpital, plus de 17 000. Les services publics sont essentiels et notre proposition, elle est très simple, c'est de garantir par l'investissement dans les services publics l'accès à moins de 30 minutes du lieu d'habitation de chaque habitant, à moins de 30 minutes. Un service public, bureau de poste, avec quelqu'un en physique, parce qu'il y a beaucoup de gens, encore 20% de la population qui ne sait pas se servir d'Internet. Donc gare, poste, école, ou qui ne veulent pas. Gare, poste, école, hôpital, maternité, tout à moins de 15 à 30 minutes du lieu d'habitation. Ça nécessite des investissements et on voit bien que vous n'êtes absolument pas prêt à y consentir. Vous préférez alléger, donner des cadeaux fiscaux aux plus grandes entreprises et aux plus riches. Ça a été votre politique pendant 5 ans, la suppression de l'ISF. Pendant ce temps-là, l'hôpital, l'école, dans des situations de plus en plus dégradées, avec des augmentations de budget qui sont toujours moins importantes que les augmentations d'effectifs et l'augmentation des besoins. Donc résultat, des situations qui se dégradent. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, je ne pense pas. On va s'arrêter là parce que juste rapidement. Alors vraiment 30 secondes, monsieur Masfressinet. Très vite sur le macro. Les temps et s'équilibrent. Je veux dire, investir dans nos services publics, c'est la volonté de ce gouvernement. Sur des priorités. Mais attendez, la santé, l'éducation, la transition écologique. Pour ça, et c'est là où on est en désaccord profond, il faut que ce pays dégage des marges de manœuvre financières. Il faut retrouver une trajectoire économique qui est positive. C'est ce que nous avons fait quand on diminue drastiquement le chômage. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Quand on diminue drastiquement le chômage, comme nous l'avons fait, quand on diminue massivement les charges des entreprises, c'est plus d'emplois qui viennent sur le territoire. Et donc, c'est plus de richesses. Et donc, c'est les moyens pour investir. Vous promettez des choses que vous ne pouvez pas tenir. Mais bien sûr que si, notre programme est chiffré quand même, il faut le rappeler très clairement. Chiffré. Et par ailleurs... Vous avez 20 secondes, parce qu'après, c'est terminé. Oui, dire que quand un pays où il y a 10 millions de personnes qui sont au seuil de pauvreté, que le SMIC est à peine au-dessus du seuil de pauvreté... Excusez-moi, le taux de pauvreté en Europe... On peut finir une phrase. de pauvreté en France, merci, c'est terminé. Regardez les 10 millions de pauvres, ça vous pose aucun problème, monsieur Masfressinet, ça fait 5 ans que vous êtes au gouvernement, plus 5 ans. On propose la solidarité à la source. 400 000 pauvres en plus. Regardez à un moment donné. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. Merci beaucoup. Qui était un débat. Qui était un vrai débat et je vous en remercie. C'était pas un débat. Je vous en remercie. C'était couper les phrases. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Donc, c'était pour nous le 13e débat en direct ici sur les circonscriptions des Bouches-du-Rhône. À 13h, ça continue avec la 8e circonscription, celle de Salon et du Pays Salonnais. Ce sera avec Maxime Perron et Stéphane Rossi. Avant ce dernier débat, tout cet après-midi, je voulais remercier toute notre équipe vidéo ici à la Provence qui a assuré une mise en image parfaite de ces 10 heures d'antenne en cumulé au cours desquelles nous avons reçu près de 50 invités en 3 semaines. Merci donc à Audrey Saintas, Laurie Samama, Baptiste Lombard, William Pugioni, Fiona Unevis, Philippe Laurençon, Arthur Soribas. Merci à Céline Jacobi
Combini pour l'accueil et le protocole. Merci évidemment à la rédaction de la Provence à Marseille et en région, mobilisée pour organiser et rendre compte de ces débats, tout comme le service photo, la rédaction web. Merci à la direction de la rédaction, Guilhem Récavi, Frédéric Gros et Nicolas Rey. Prochain débat, donc à 13h. Et puis la suite, ce sera ce dimanche à partir de 19h30 pour notre grande soirée électorale en direct. On vous recevra peut-être à nouveau ici sur ce plateau ou via Skype pour que vous puissiez nous commenter vos résultats circonscription par circonscription. Bonne journée à tous et merci. Merci beaucoup.